nous allons passer à l'exposé suivant, où c'est Aurélien Davroux qui va prendre la parole pour nous parler des Euchères et des Élébores. Il y a déjà des questions qui l'attendent, donc je pense qu'il les a peut-être vues. Voilà, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Bon. Je pense que... Est-ce que tout le monde voit là? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Très bien. Bon, donc, bonjour à tous. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à deux genres particulièrement importants et en diversification donc, depuis quelques dizaines d'années, qui sont les Euchères et les Élébores. Alors, on commence par les Euchères. Donc, ça fait partie typiquement de ces plantes qu'on pouvait appeler un petit peu, avec un petit peu de mépris, les plantes de grand-mère il y a quelques années. Moi, pardonnez-moi, vous pouvez peut-être mettre en plein écran? Voilà, très bien. C'est bon là, hein? Très bien. Oui. Donc, je disais, les Euchères qui étaient un petit peu méprisées il y a encore quelques années en tant que plantes de grand-mère, entre gros guillemets, et qui font un retour en force depuis environ une vingtaine d'années par le travail des horticulteurs. Alors, première chose, ce sont des plantes de la famille des Saxifragacées, c'est-à-dire que ce sont des cousines des saxifrages, des astilbes, des bergénias, des rodgersias et de bien d'autres plantes. Et les espèces sauvages sont originaires d'Amérique du Nord. Alors, concrètement, au jardin, ce sont des plantes qui ont l'avantage d'être quand même relativement adaptables, qui sont utilisables aussi bien au jardin en pleine terre que dans les potées. On a pu évoquer cette thématique il y a 15 jours, pour les gens qui étaient déjà là. Ce sont des plantes qui demandent quand même un sol relativement riche et frais, et surtout drainé. On y reviendra un petit peu après. D'ailleurs, je crois que ça me permettra de répondre à une des questions que j'ai vues passer. Ce sont des plantes qui, pour la plupart, tolèrent une sécheresse relative, mais à condition d'avoir un sol, on va dire, plutôt argileux ou argilo-limoneux, qui va quand même retenir un minimum de nutriments et de fraîcheur en profondeur. Il ne faut pas s'attendre à pouvoir cultiver une euchère sur un sol sableux. Ce sont des plantes qui forment des touffes un petit peu rhizomateuses, ce qui va permettre à la fois qui leur donne cette capacité à résister à une sécheresse passagère, mais qui va permettre aussi de les diviser. On y reviendra un petit peu plus tard. D'un point de vue technique, ce sont des feuillages semi-persistants, alors qui peuvent être un peu abîmés par des froids sévères ou par des grosses chaleurs, mais qui globalement vont rester assez présents une bonne partie de l'année. Ce qui est très important pour bien les positionner au jardin, mais aussi en pot, c'est que, d'une manière générale, les feuillages sombres sont des feuillages qui vont tolérer davantage de soleil, parce qu'ils produisent ce qu'on appelle des anthocyanes, qui sont des substances chimiques qui permettent de résister aux UV. Vous l'aurez compris, à l'inverse, des euchères qui ont plutôt un feuillage doré ou caramel, comme celui qu'on voit sur la photo ici, vont plutôt craindre le plein soleil. Donc, placez-les plutôt à mi-ombre. Alors, pour ce qui est des tendances, on a parlé un petit peu tout à l'heure de leur retour en force. Il faut savoir qu'à l'origine, ce sont des plantes qui sont principalement vertes dans la nature, avec des petites marbrures éventuellement pour certaines espèces. Le gros travail de sélection des horticulteurs ces dernières années a fait qu'on a obtenu, entre autres, et je vais faire un petit tour de revue, des teintes acidulées comme ici avec celle qui est en bas qui s'appelle guacamole. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Donc cette belle chair panachée que j'ai associée ici, et d'ailleurs avec un cœur de Marie, lui aussi doré. Pardon, j'ai dit panaché, c'était bien doré pour le chair, bien sûr. Autre catégorie, les tons plutôt cuivrés. Alors la reine de cette catégorie-là, c'est bien évidemment caramel qu'on voit absolument partout dans les jardineries, mais il y en a d'autres. Enfin, caramel reste l'une des plus performantes, tant en termes de couleur, d'intérêt de la couleur, que de longévité. Là aussi, on y reviendra un petit peu après. Ensuite, on a une déclinaison de tons plus ou moins pourprés, avec Palace Purple, par exemple, qui est une valeur sûre aussi. Et j'ai voulu vous mettre un petit peu en exergue, en bas avec Dark Secret, l'intérêt que peuvent avoir ces plantes quand on a un petit peu de gel. Vous voyez, le givre sur les feuilles est particulièrement intéressant d'un point de vue ornemental. Ensuite, on peut avoir des variétés argentées. Donc celle-là, c'est Sugar Plum, je crois. Oui. On a également des variétés roses rougeâtres
comme ici, là encore, hein, de valeurs sûres, qui sont magma pour les tons rouge-pourpre, et puis Beris moussi, qu'on voit très fréquemment pour les tons plutôt rosé-violacé. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, la photo peut rendre les couleurs de façon un petit peu différente selon l'exposition, mais qu'en conditions réelles, la plante va aussi pouvoir montrer une certaine variabilité en fonction de l'intensité de l'exposition, de l'ensoleillement qu'elle reçoit, éventuellement du type de sol, et puis des conditions de stress. En général, une plante un peu plus stressée va se montrer plus colorée. On a une autre catégorie qui est les euchères qu'on appelle sanguines, qui sont issues d'hybrides de Euchera sanguinea, qui est une espèce sauvage qui ressemble énormément au cultivar Leuchtkäfer que vous voyez en bas à gauche, qui se caractérise par des feuilles assez rondes, un petit peu marbrées, et puis ces fleurs rouge vif, rouge carmin, là, qui sont assez intéressantes. On trouve des variantes depuis quelques années blanches comme White Cloud ici, donc qui gardent globalement la même apparence, mais à fleurs blanches. On a quelque chose d'assez nouveau qui est sur le marché depuis quelques années aussi, c'est ce que j'ai appelé les euchères géantes, avec des cultivars comme ici Bronze Beauty ou XXL, donc qui a donné son nom un petit peu à l'ensemble, ou Brownie encore. Alors, ce sont des plantes qui sont vraiment très intéressantes parce qu'en feuilles, elles peuvent dépasser 60 cm dans tous les sens, c'est quand même assez considérable. Et vous voyez la photo en bas à gauche, ça c'est chez moi, dans mon jardin. La floraison, là, date du mois de... Enfin, elle était encore en fleurs au mois d'octobre. Et les épis montent à quasiment 1 mètre de haut. Donc, vous voyez, pour animer un massif, c'est quand même assez spectaculaire. Et puis, ce sont des plantes qui sont extrêmement fiables dans le temps. Pour vous dire, cette plante-là, je l'ai depuis au moins 6 ou 7 ans. Je crois que j'ai dû la diviser une fois. Pour ce qui est de l'entretien, justement, le minimum, c'est de retirer les fleurs et les feuilles sèches en fin d'hiver, plus pour une visée esthétique qu'autre chose. Il peut y avoir des feuilles qui sont abîmées par le froid ou par le soleil. Et puis, tout simplement, des feuilles en fin de vie. Ce qui est vraiment très important chez la plupart des euchères que vous allez trouver dans le commerce, c'est de les diviser régulièrement. En général, c'est tous les 2-3 ans. Pourquoi? Parce que vous voyez, on parlait de rhizome tout à l'heure, ce sont des plantes rhizomateuses. Eh bien, votre rhizome va courir sur le sol, va s'éloigner de l'origine, du centre de la touffe, mais chez la plupart des variétés, va se dégarnir jusqu'à former une espèce de truc un peu dégarni, pas très esthétique, et plutôt creux au centre. Conclusion, il faut en fait prélever des tronçons de rhizome comme vous avez ici, qui peuvent mesurer entre 10 et 20 cm avec plusieurs beaux bourgeons si possible, et puis replanter ces rhizomes soit directement en terre, soit en pot que vous allez replanter l'année d'après en pleine terre. Ça, c'est très important parce que si vous ne le faites pas, il y a certaines variétés, malheureusement, il y a énormément de variétés modernes qui dépérissent complètement. Au bout de 4-5 ans, votre plante va complètement mourir si elle n'est pas divisée. Et donc, à l'inverse, vous avez un certain nombre de variétés plus rares qui sont trouvables dans le commerce, qui sont pour la plupart issues de Euchera villosa, qui est une espèce botanique assez vigoureuse, qui se caractérise par, vous voyez, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez ces feuilles très carénées, très anguleuses, comme ça c'est typique de Euchera villosa. Donc, si vous regardez un petit peu dans votre jardinerie ou chez votre producteur de chair, vous allez pouvoir peut-être sélectionner un peu plus consciencieusement ces variétés-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les variétés issues de Euchera villosa peuvent parfois ne pas nécessiter de division pendant 5 à 10 ans. Voilà. Je terminerai sur les euchères avec quelques genres proches qui sont très intéressants, par exemple les Tiarella, qui peuvent s'hybrider. Alors, ce sont des plantes qui sont nettement plus exigeantes sur leur milieu de vie, ça va plutôt être des plantes de sous-bois dans un sol humifère, mais qui sont croisées avec les euchères pour donner ce qu'on appelle des euchérella, qui sont des plantes souvent avec des coloris assez vifs, mais qui malheureusement, qui s'apparentent aux autres variétés citées précédemment, c'est-à-dire qu'elles demandent à être divisées assez régulièrement et ne sont pas très longévives de manière générale. Un deuxième genre très intéressant, ce sont les Tellima. Vous voyez que globalement, ça a un aspect très proche d'une euchère, mais qui prospèrent, contrairement à elle, extrêmement bien à l'ombre sèche, y compris pas très loin d'un bouleau ou d'autres arbres comme des érables qui ont un enracinement relativement compétitif.
La floraison est un peu moins spectaculaire, mais la plante est vraiment persistante et donc très intéressante pour un sous-bois un petit peu séchard. Et je terminerai par cette cousine qu'on trouve souvent au rayon plantes d'intérieur, le Tolmia, qui a un nom commun assez amusant puisqu'on l'appelle la poule et les poussins. Alors pourquoi? Parce que si vous regardez attentivement ma photo, vous vous apercevrez que la plante produit des plantules ou des bulbilles directement à l'aisselle des feuilles, ce qui permet de les multiplier assez facilement. Et tout comme la Télima que je viens de présenter, c'est une plante qui va très bien supporter l'ombre sèche. Voilà. On trouve des variétés comme celle-ci qui sont un petit peu ponctuées de doré. Voilà, donc alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on fasse d'abord les questions pour les euchères ou si je continue d'abord, enfin si je continue les élébores et qu'on fait toutes les questions ensuite. Passer aux élébores, hein. Passer aux élébores maintenant. Il n'y a pas trop de questions encore. Très bien. Alors, les élébores, on est un petit peu finalement dans la même configuration que les euchères, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être 20, 25 ans, on était en gros face à la rose de Noël qui était le haut du panier et qui faisait 90% des ventes, et les roses dites de carême ou d'Orient, les élébores d'Orient, qui commençaient timidement à être diffusées pour le grand public. Ce sont des plantes qui sont très intéressantes parce qu'elles fleurissent très tôt, pour la plupart entre décembre et avril, j'en rentrerai un peu plus dans le détail ensuite. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a maintenant une explosion vraiment du nombre de variétés disponibles et du type de coloris disponibles aussi, ainsi que des feuillages, ça on y reviendra un petit peu après aussi, qui rendent leur présence dans les jardins beaucoup plus variée et beaucoup plus attrayante pour la plupart des jardiniers. Alors, d'un point de vue botanique, ce sont des plantes de la famille des renonculacées, donc de la famille des renoncules, ça va de soi, mais aussi des aconites, des anémones ou des boutons d'or. Ça saute un peu moins aux yeux, mais c'est le cas. Ce sont des plantes qui, pour la plupart, sont originaires d'Europe occidentale et surtout centrale pour ce qui va être des élébores dites d'Orient. Et elles ont un feuillage persistant, mais avec souvent un cycle un petit peu inversé, qui est que les feuilles vont rester pendant l'hiver, s'abîmer un petit peu, et il est préférable, on y reviendra à la fin, de couper les feuillages quand les fleurs arrivent, donc en milieu ou fin d'hiver, pour mieux profiter des fleurs et permettre à un feuillage neuf de se régénérer. Alors, bien évidemment, je l'ai dit avant, la star dans ce genre botanique, ça reste quand même la rose de Noël, donc Helleborus niger, qui est de très loin la plus connue de pas mal de jardiniers, même relativement débutants, et qui, selon les sélections qu'on peut avoir, va fleurir entre novembre et février. Ce sont des plantes qui vont demander un sol qui n'est pas trop sec quand même, surtout l'été, au risque de compromettre la floraison de l'année suivante. Ce sont des plantes qui n'aiment pas non plus une forte acidité du sol. Il y a énormément de plantes, d'élébores sauvages qui se poussent sur des sols plutôt calcaires. Et puis, il faut savoir que ça a beau être des plantes de millions, elles ont besoin quand même d'un ensoleillement relativement, je ne vais pas dire intense, mais en tout cas soutenu pour fleurir de façon esthétique. Une élébore qui est vraiment à l'ombre totale va assez mal fleurir en général. Et puis, ce qui est quand même relativement important dans ce genre aussi, c'est que c'est des plantes qui s'installent lentement et qui détestent être déplacées. Donc ça aussi, j'y reviendrai à la fin. Notez bien que ce que j'ai dit là pour la rose de Noël est quasiment valable pour toutes les élébores. En tout cas, celles qui se maintiennent avec une souche qui s'agrandit tous les ans. Alors, deuxième chose, ce sont les élébores qu'on appelle hybrides, qu'on appelait anciennement les roses de carême, parce qu'elles fleurissent aux alentours du carême, bien entendu. Il est d'usage de plus trop les appeler élébores d'Orient aujourd'hui, parce que tout simplement, élébores hybrides, parce qu'elles sont très hybridées, c'est logique. Elles sont issues de génération et de génération de croisements entre diverses espèces d'Europe centrale dont je parlais tout à l'heure. Donc les élébores multifidus, Helleborus torquatus, enfin, voilà, odorus. Je ne vais pas vous détailler ça ici, ça n'a pas grand intérêt dans notre sujet du jour. Néanmoins, il faut savoir qu'à l'origine, beaucoup de ces fleurs sont plutôt dans les tons vert, pourpre, rouge, et que au fil des sélections, on a eu une extrême diversification de ces coloris, comme vous pouvez le voir ici. Ça va du blanc pur jusqu'au ton jaune vif, en passant par diverses nuances de rose, de vert, de pourpre,
de violacées. Et depuis quelque temps, vous avez la photo du milieu là, qui vous montre que les obtenteurs ont réussi à développer, enfin, à obtenir des variétés qui se déclinent dans des tons plutôt rosés, abricotés, qui sont plutôt récentes. Et puis, vous avez même, tout en bas à gauche, des lignées qui ont des feuillages dorés. Alors, des feuillages dorés pendant l'hiver. Ça, c'est particulièrement intéressant pour apporter de la lumière. Quand la chlorophylle disparaît en fait, à l'arrivée des premiers froids, le pigment jaune qui est en dessous apparaît. Mais à partir du mois de mars-avril, les feuilles redeviennent vertes, ce qui fait que vous pouvez tout à fait intégrer ces plantes dans un massif qui n'est pas jaune. C'est aussi l'intérêt. Alors, la floraison est un peu plus tardive que pour la rose de Noël, c'est plutôt entre février et avril selon le temps et selon les souches aussi, parce que vous avez des plantes qui fleurissent vraiment très très tôt, et d'autres, quel que soit le temps qui fera, ne vont pas fleurir avant fin mars. Ça aussi, en sélectionnant les fleurs, les plantes en fleurs chez le producteur au moment où elles sont en pleine floraison, vous pouvez sélectionner celles qui vont vous intéresser à tel moment de l'année. Et ce qui est extrêmement important aussi pour ces élébores hybrides, c'est qu'elles sont quasiment toutes obtenues par semis, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas nommées, parce que toutes sont uniques finalement. Quelqu'un parlait d'hybride F1 tout à l'heure. Là, il faut savoir qu'une élébore qui se ressème va donner une foultitude de descendants qui seront en général pas du tout fiables, pas du tout ressemblants à ses parents. Alors, à l'inverse, pour des lignées particulièrement intéressantes d'un point de vue commercial, les hybrideurs choisissent de les multiplier dans des laboratoires in vitro, ce qui permet d'avoir des lignées clonales, donc absolument identiques les unes aux autres, et d'avoir une multiplication en masse. Mais c'est relativement rare parce que, bien évidemment, ça coûte assez cher, et ce n'est pas forcément intéressant de multiplier par in vitro les centaines de coloris et de formes qui peuvent exister. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est que vous pouvez remarquer que certaines fleurs sont simples, donc il y a juste les pétales, qui sont en fait les sépales. Vous avez d'autres fleurs, comme la deuxième en partant de la droite en haut, qui est une fleur double, avec le bord des pétales un petit peu coloré. Et puis vous avez d'autres fleurs, comme celle ici au milieu, qui est rose, qui est ce qu'on appelle à fleur d'anémone, c'est-à-dire qu'une partie des étamines s'est transformée en pétales un petit peu plus courts, qui donnent cet effet tout à fait particulier. Vous avez d'ailleurs la même chose sur la fleur jaune en bas à gauche. Voilà, donc tout ça, ça vous fait des centaines de variations possibles qui sont extrêmement intéressantes. Dans un tout autre registre, on va avoir deux espèces indigènes qui sont plus rares, mais tout aussi intéressantes, je trouve. Premièrement, l'élébore de Corse, donc Eleborus argutifolius, qui est une grande chair des terrains plutôt secs et calcaires, qui va aimer les conditions, alors évidemment méditerranéennes, mais qui va pouvoir très bien pousser. Chez moi, je la fais pousser au pied d'un bouleau, vous voyez, donc à l'ombre, dans un terrain très bien drainé, plutôt calcaire, et sans humidité hivernale surtout. Et ces plantes-là peuvent faire jusqu'à 60-70 cm de haut, voire plus, avec des feuilles très, très crénelées, non piquantes, qui ont vraiment un aspect graphique très, très appréciable. La seule petite limite, c'est la rusticité, qui n'est pas énorme, hein, moins 10 degrés. On reste sur des plantes de Méditerranée, hein, c'est un peu logique. La deuxième, c'est l'élébore fétide, qui est peut-être un peu plus connue du grand public. Alors autant vous dire, elle a de fétide quasiment que le nom, hein, parce que à part à vouloir absolument écraser les feuilles et les renifler, ça n'a pas une odeur particulière. Je vais même dire à l'inverse que les fleurs ont une odeur de miel assez agréable. Alors pareil, on est sur une plante qui va aimer les sols plutôt drainés, plutôt frais à sec, hein, ça tolère bien la sécheresse, mais peut-être un peu plus humifère que pour la voisine du dessus. C'est des plantes qui sont un peu plus courtes, de l'ordre de 30 à 50 cm, et elles vont fleurir plutôt en février, mars, parfois avril. Ce qui est intéressant chez les léborphytites, c'est la diversité des feuillages. Parce que dans la nature, déjà, vous pouvez trouver des formes à feuillage assez larges, comme celle que je vous présente ici, la photo de gauche, mais vous pouvez avoir des feuilles quasiment filiformes aussi, très, très jolies. Et puis, des variétés comme celle que vous avez à droite, la Red Silver, qui est, on va dire, bleu-vert avec des pétioles rougeâtres. Je ne rentre pas dans le détail, il y a aussi un cultivar doré qui s'appelle Chet Glow. Voilà, c'est une belle espèce qui mérite d'être plus plantée dans les jardins. Et oui, et l'avantage, c'est que comme on est sur des variétés qui sont assez proches des variétés sauvages, elles se ressèment assez facilement
et de façon relativement homogène, contrairement aux élébores d'Orient. Voilà. Et puis je finirai par une série d'hybrides qui sont obtenus entre les espèces ou variétés que je vous ai présentées avant, qui sont encore moins présentes dans le commerce actuellement, mais qui, à mon avis, vont connaître un essor plus que conséquent dans les années à venir. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle l'Helleborus sterni, qui est un hybride entre deux espèces, enfin, donc l'hellebore de Corse, Arcutifolus, et une autre espèce, Lividus, qu'on trouve plutôt aux Canaries. Je n'entre pas dans le détail, mais une belle espèce qui a souvent des tons rougeâtres, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, l'hellebore niger-corse, qui est un hybride entre la rose de Noël et l'hellebore de Corse, qui donne des plantes assez trapues avec des feuilles un peu coriaces et une très très belle floraison, un peu qui rappelle la rose de Noël, mais en plus épais peut-être. Des pétales plus épais, une texture encore plus épaisse et puis des tons rosâtres. Vous avez également celle-ci qui s'appelle Eric Smithy, donc qui est nommée parce que son obtenteur s'appelle tout simplement Eric Smith, qui est une hybride entre la rose de Noël et l'hellebore sterni que vous avez sur la première photo. Je viens de m'apercevoir que durant toute cette présentation, j'ai dit une hellebore, alors qu'il faut noter qu'on dit en fait un hellebore. C'est grammaticalement masculin. Et puis des hybrides, pour finir, qui sont assez complexes et qui ne sont pas forcément, dont on ne connaît pas énormément la parenté, moi en tout cas, dont un qui est extrêmement connu, qui s'appelle Ice and Roses, que vous avez ici, que j'ai chez moi, qui est extrêmement florifère et qui va être vraiment une valeur sûre au jardin et qui peut rester des années en place sans souci. Un dernier point sur l'entretien, et j'en finirai avec ça. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de couper les feuilles qui sont abîmées avant l'arrivée des fleurs, qui est vraiment une bonne façon d'en profiter plus durablement. Ensuite, sur les hellebores hybrides, de supprimer les fleurs avant la maturité, parce que vous allez avoir un phénomène de semis qui peut être assez important, et comme je vous le disais tout à l'heure, avec un semis de descendants qui n'auront pas du tout les couleurs que vous souhaitez, pas du tout fidèles aux parents. Donc, si vous avez l'âme un petit peu aventureuse et que vous avez envie de découvrir des semis spontanés qui peuvent être intéressants, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, gardez-les loin des pieds mères et surtout ne les laissez pas sursemer au cœur des pieds mères, parce que ça peut être très embêtant. Vous pouvez vous retrouver au bout de quelques années avec une fleur rose qui apparaît au milieu d'un pied jaune, vous voyez. Donc, ça peut être embêtant. Surtout, ne les plantez pas trop tard au printemps, de manière générale, parce que c'est des plantes qui ont un enracinement, comme je l'ai dit, qui peut être assez lent, de manière générale. Donc, évitez de les exposer tout de suite à un été un peu trop chaud, un peu trop sec, si les racines n'ont pas eu le temps de s'installer. Et puis, j'insiste encore ici, surtout divisez-les avec beaucoup, beaucoup de parcimonie, parce que ce sont des plantes qui tolèrent très mal la division, qui mettent parfois 2 ou 3 ans à refleurir de façon conséquente. Donc, je ne saurais trop vous recommander de ne pas les diviser en gardant un intervalle d'au moins 5 ou 6 ans entre les divisions. Et encore, c'est un minimum. Mais cela mis à part, ce sont des plantes donc, qui, comme je l'avais dit au départ, sont quand même très robustes, qui peuvent s'installer pour de très très longues années et qui, en suivant ces quelques conseils, vous permettront d'en profiter avec beaucoup de joie durant longtemps. Voilà. Alors, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que vous voyez bien toujours ma présentation? Oui, oui, oui. Oui, oui, nous voyons. Très bien. Oui, alors, il y a un certain nombre de questions parce que votre exposé a suscité beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, il y a 2 questions de principe où il y a deux personnes qui souhaiteraient recevoir ou savoir si les présentations, les textes et les PowerPoint sont disponibles. Alors, c'est peut-être Yvette qui peut répondre à ça. Alors oui, les textes sont disponibles et normalement, sauf si Corinne a connu quelques difficultés récemment, ils sont sur le site en PDF que vous pouvez télécharger. Pour les PowerPoint, eh bien, tout cela dépend des auteurs et
de nos disponibilités, mais si les auteurs en sont d'accord, comme bon nombre d'entre eux les ont adressés à Corinne, on pourra les mettre sur le site. Donc, j'attends l'accord des auteurs pour mettre les PowerPoint sur le site. Merci Yvette. Donc, un certain nombre de questions sur les élébores et les euchères. D'abord, il y a quelqu'un qui demande s'il y a une toxicité des élébores. Alors oui, comme beaucoup de plantes de la famille des renonculacées, les élébores ne sont pas particulièrement sympathiques pour, pour le système digestif humain. Donc surtout pas d'ingestion, hein, ça va de soi. Bon, après, le risque en termes de manipulation est quand même relativement faible. On n'est quand même pas sur des plantes comme l'aconite qui peuvent être toxiques au contact si on a une blessure. Voilà, c'est quand même pas à ce point-là. Mais surtout pas d'ingestion. Très bien. Quelqu'un qui demande l'entretien des euchères sur les balcons. Les miennes ont les feuilles flétriées, sont molles. Que peut-on faire? Alors, c'est difficile de répondre sans avoir de photos, mais j'aurais tendance à dire que ça peut être deux excès, à mon avis. Soit le substrat est trop sec et la plante a soif, soit au contraire, il est trop arrosé et la plante commence à pourrir. C'est compliqué de m'avancer plus. Il y a quelqu'un qui posait la question de la compatibilité du soleil et des élébores. Je crois que vous avez donné les éléments. Oui, voilà. C'est en gros un soleil non brûlant et plutôt abrité du plein soleil l'après-midi. Voilà. En cas de gel, les élébores font la tête. Faut-il arroser un peu? Cas d'élébores en pot. Surtout pas. Ben voilà. Jamais gel. d'arrosage par temps de gel. Voilà. Non. Il faut juste être un petit peu patient. Moi, encore récemment, remarquez, cette année, il n'a pas beaucoup gelé, mais l'an passé, avec des gels de l'ordre de -8, -9, bon, elles font la tête 2-3 jours et elles se relèvent. Voilà. Juste un peu de patience. Et au pire, si vraiment il y a quelques tiges qui ont gelé jusqu'au cœur, vous les coupez à la base et puis il y en a d'autres qui apparaîtront dans les semaines à venir. Donc elles sont bonnes filles, voilà. Voilà. Quelle est la profondeur au niveau des racines et tiennent-elles en bac? Alors je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour les élébores ou les euchères. Alors, je vais peut-être commencer par les euchères. Bon, les euchères n'ont pas des racines très profondes, hein, comme je l'ai dit, c'est plutôt des rhizomes, surtout superficiels. Et de ce fait-là, elles tiennent, elles, très bien en bac, puisque s'accommodent d'un sol qui, tant que le sol ne dessèche pas trop, elles s'accommodent très bien de la culture en bac. À l'inverse, les élébores peuvent avoir des racines, même un pied d'élébore qui dépasse de 20 cm du sol peut avoir des racines de 30 ou 40 cm. Donc, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on évite Pardon, le micro a coupé. C'est pour ça qu'on évite de trop les diviser, hein, puisque c'est un système racinaire dense et plutôt profond qui n'aime pas du tout les dérangements. Et c'est aussi pour ça que on peut les garder en bac, on va dire, la saison de la floraison, hein, mais je conseille vivement de les remettre en pleine terre après parce qu'elles vont mal vieillir en bac. Voilà, donc ça répond aussi à la question suivante, les élébores supportent-elles la culture en pot? Il y a deux questions sur le sujet. Voilà, sauf avoir un bac profond, quoi. Oui, vraiment profond. Mais là, en pot, j'imagine que c'est quand même pas immense. Non. Alors, tous les élébores ont-elles la même toxicité? On revient sur la toxicité. Oui, globalement, oui. Hein. Je ne veux pas m'amuser. Alors, si quelqu'un veut s'amuser à faire le cobaye, pourquoi pas, mais je vous le déconseille fortement. Bon, apparemment, j'ai passé en revue toutes les questions, à moins qu'il y en ait qui soit passé par maille. Non, je ne pense pas. Voilà. Tout a été vu et donc nous allons pouvoir passer